Assalamu alaikum. Dans cette séquence, nous allons étudier la modification génétique des plantes. Une équipe de chercheurs de l'Institut de biologie moléculaire et cellulaire des plantes ont mené une étude montrant comment les plantes de tomates génétiquement modifiées augmentent leur résistance aux attaques de l'insecte Tuta absoluta. Les résultats du travail ont été publiés dans la revue BMC Plantes Biologie. La photo montre des tomates naturelles qui ont été attaquées par cet insecte. Les autres photos montrent du maïs naturel et du maïs génétiquement modifié. Un peu d'histoire et de chiffres. C'est dans le début des années 1980 que l'on réussit pour la première fois à modifier génétiquement une plante et un animal. En 1994, la première plante génétiquement modifiée PGM est commercialisée. À partir de 1996, c'est le début de la culture des OGM en plein champ. Depuis, des dizaines de variétés végétales, coton, maïs, betterave, pommes de terre, soja, riz, blé, tomates, etc. et animales, saumon, porc, lapin, etc. ont vu le jour. L'ISA, International Service for the Acquisition of Agribiotech Applications, affirme qu'en 2010, 1 milliard d'hectares cumulés ont été cultivés avec des cultures OGM dans le monde. On voit ici une affiche qui montre que ces personnes sont contre les OGM. Alors, nous allons définir quelques notions dont on aura besoin. Le génie génétique. Donc, le génie génétique est l'ensemble de techniques et des outils permettant de modifier la constitution génétique d'un organisme en supprimant, en introduisant ou en remplaçant l'ADN, sachant que l'ADN c'est un des constituants des chromosomes. L'objectif du génie génétique est de produire des caractéristiques souhaitées et d'éliminer celles qui sont indésirables. Parmi les caractéristiques désirables recherchées pour les plantes, on peut citer comme exemple une croissance rapide, une résistance aux organismes nuisibles et une plus grande taille. Les organismes modifiés par le biais du génie génétique sont parfois appelés organismes transgéniques, ou bien appelés génétiquement modifiés, ou bien appelés issus des biotechnologies. Alors, qu'est-ce qu'un organisme modifié génétiquement? Un organisme génétiquement modifié, dit aussi organisme transgénique, est un organisme animal, végétal ou bactérie dont on a modifié la structure génétique pour lui apporter des caractéristiques nouvelles. Actuellement, plus d'une cinquantaine d'espèces végétales est génétiquement modifiables par le génie génétique, mais ce sont surtout les grandes cultures comme celle du maïs, du riz, du colza qui sont massivement touchées. Alors, quelles sont les techniques utilisées pour la modification génétique et quelle est la problématique des plantes génétiquement modifiées? Commençons par les techniques. D'abord, dans la nature, il y a eu une modification génétique naturelle qui a été découverte et depuis, c'est la modification génétique qui se fait au labo. Donc, naturellement, on a pu découvrir sur certaines plantes ce qu'on appelle des galles de Collet, c'est-à-dire des tumeurs qui sont présentées au niveau de la tige, c'est-à-dire entre les racines et la tige, au niveau de la partie qu'on appelle collet. Donc, la gale du collet, ou en anglais crown gall, est causée par Agrobacterium tumefaciens. C'est une bactérie. Cette bactérie est très répandue dans le sol et notamment dans la partie de sol colonisée par les racines. Donc, une fois la plante blessée, elle attaque cette bactérie. Donc, Agrobacterium tumefaciens est attiré par des composés phénoliques dégagés par les plantes dicotylédones lorsqu'elles sont blessées. Au niveau de cette blessure, Agrobacterium est capable de se fixer sur les cellules du végétal. À la suite de ce contact, ces cellules végétales se multiplient de manière importante, donnant naissance à une formation tumorale. Elle est en général située au niveau du collet, d'où le nom de cette formation, la gale du collet ou bien crown gall. Les cellules ainsi transformées prolifèrent sous forme de galles équivalentes à des tumeurs cancéreuses. Agrobacterium tumefaciens provoque une multiplication désordonnée des cellules qu'elle contamine. Des tumeurs croissent au détriment du végétal et gênent son alimentation racinaire. Le développement de l'arbre est donc affecté par une mauvaise circulation de la sève. Depuis 1974, on sait que cette induction est due au transfert d'un petit ADN plasmidique
depuis la bactérie jusque dans le génome. Le génome, c'est l'ensemble de gènes des cellules de la plante. Sachant qu'un gène est une portion du chromosome qui porte l'information qui est à l'origine du caractère. Voici un schéma qui représente une bactérie Agrobacterium tumefaciens auprès d'une cellule végétale qu'elle a attaquée. Et là, on a un schéma d'une bactérie Agrobacterium tumefaciens montrant qu'elle possède un chromosome et sous forme de filament et un chromosome circulaire qu'on appelle le plasmide T. Donc, Agrobacterium tumefaciens est une bactérie qui vit dans le sol. Lorsqu'une plante est blessée, elle attire la bactérie qui se fixe sur ses cellules et provoque la formation d'une gale. Donc, quelles sont les étapes de la formation de cette gale? Tout d'abord, la perforation de la paroi de la cellule végétale. Donc, elle perfore la paroi de la cellule végétale. La bactérie injecte son plasmide TI dans le cytoplasme de la cellule. Donc, ce plasmide va être injecté d'abord dans le cytoplasme. Un fragment de ce plasmide entre dans le noyau et s'intègre dans le génome chromosomique de la cellule. Donc, un morceau de ce plasmide va s'intégrer dans le génome, c'est-à-dire dans les chromosomes de la cellule végétale. Qu'est-ce qui se passe? Ce génome ou bien ce gène va commander l'information génétique de cette cellule et ça provoque la gale. Cette gale est causée par la multiplication anarchique des cellules végétales qui produisent aussi des opines, c'est-à-dire des molécules qui sont formées de 2 acides aminés qui vont servir de nutrition à la bactérie. Donc la bactérie va, donc ce génome va commander la bactérie et va commander la cellule végétale, et cette cellule végétale va se produire plusieurs cellules végétales, elle va se multiplier anarchiquement et en même temps elle va produire des opines. Donc ces opines vont servir comme alimentation aux bactéries. Donc la bactérie a réussi à transférer un fragment de son ADN, c'est le principe de transgénèse. La transgénèse est une technique qui consiste en l'introduction de gènes dans le génome d'autres individus afin de changer un ou plusieurs caractères. Alors, comment se fait la transgénèse chez les végétaux au laboratoire? Agrobacterium réalise donc naturellement une transgénèse d'une partie de ces gènes grâce à PTI, c'est-à-dire le plasmide TI, celui-là, dans un organisme végétal. L'ADN qui est ainsi transféré est nommé ADNT. Une fois ce mécanisme connu, il a pu être détourné dans un but de transgénèse en remplaçant l'ADNT par un autre ADN portant un gène d'intérêt par exemple. Alors, les chenilles de la pyrale, donc la pyrale c'est ce petit papillon, donc les chenilles c'est une étape de leur vie. Les chenilles de la pyrale du maïs sont connues pour attaquer les cultures de maïs dont elles sont le principal ravageur, ainsi que d'autres plantes cultivées. La lutte contre la pyrale du maïs fait appel à des méthodes de lutte biologique et également des méthodes de lutte biotechnologique avec le développement de maïs génétiquement modifié résistant à la pyrale, qu'on a appelé maïs BT. La lutte biotechnologique consiste à utiliser des variétés de maïs génétiquement modifiées pour résister aux ravageurs. En l'état actuel, ces modifications génétiques sont limitées à l'incorporation dans le génome du végétal d'une information génétique d'origine bactérienne, induisant la production par la plante d'une protéine toxique pour l'insecte. Donc voici une plante naturelle, une plante transformée. Donc on induit un gène qui porte le caractère qu'on veut. On va l'induire ou bien on va l'intégrer dans le génome de la cellule de la plante de départ. Cette cellule va proliférer, donner une plante modifiée génétiquement, qu'on appelle OGM ou bien PGM. Donc la transgénèse consiste à ajouter un nouveau gène dans un organisme. Quelles sont les étapes de la transgénèse? D'abord, on identifie et on isole le gène d'intérêt. On le cherche, le gène qui va nous donner le caractère qu'on veut. On intègre ce gène dans une construction génique, donc dans un plasmide de bactéries ou bien un plasmide artificiel. La multiplication de la construction génique, ce qu'on appelle le clonage. Donc on va multiplier cette construction génique pour en avoir plusieurs. C'est ce qu'on appelle le clonage, c'est-à-dire avoir la même chose en multipliant. On va transférer
ce gène d'intérêt dans les cellules végétales, soit directement par projection d'ADN en utilisant un canon à particules ou par micro-injection, ou indirectement en utilisant des bactéries comme l'agrobactérium. Après, on va sélectionner des cellules transformées. Donc les cellules transformées après l'intégration du gène dans le génome de la plante. On va sélectionner ces cellules et on va laisser développer les plantules. Après, on va évaluer l'expression du gène. Donc, est-ce qu'on a réussi à avoir le caractère qu'on veut? Et après, on va incorporer par des croisements, puis repiquage dans des pots, puis dans les champs. Comment se fait le transfert direct ou indirect du gène d'intérêt? D'abord, le transfert direct. Il peut se faire par ces canons à particules qui projettent des constructions géniques qu'on a préparées, qui contiennent le gène d'intérêt. Et ces formations géniques vont, bien ces constructions géniques vont toucher toute la cellule. Ils peuvent toucher le noyau, c'est-à-dire où il y a le génome. Et si ça touche le génome, donc on a réussi l'intégration directe. Ou bien avec une micro-injection, on injecte directement une solution d'ADN dans le noyau de la cellule végétale, soit un transfert indirect en utilisant des bactéries et en intégrant le gène d'intérêt dans le plasmide T, et puis blesser la plante bien sûr pour laisser passer ce gène dans le génome de la plante. Donc, grâce à un plasmide PTI modifié, porteur d'un transgène à la place de l'ADN-T, on peut donc réaliser des plantes transgéniques. Dans un premier temps, des bactéries Agrobacterium tumefaciens porteuses du vecteur sont mises au contact de la plante. Une blessure, bien sûr, a été réalisée sur la plante afin de permettre l'infection. Les amas de cellules tumorales sont cultivés. Donc, sur la gale, on va prendre ces cellules qui ont été multipliées anarchiquement. On va les mettre dans un milieu sélectif permettant de mettre en évidence la présence ou l'absence du gène de sélection. Ils forment des cales, c'est-à-dire des cellules qui se ressemblent, un amas de cellules qui se ressemblent. Les cales qui ont reçu le transgène sont alors cultivées dans des conditions permettant la régénération d'une plante complète. La plante transgénique a été obtenue. Alors, quelle est la problématique des plantes génétiquement modifiées, c'est-à-dire les avantages et les inconvénients? Bien sûr, il y a des gens qui sont pour, il y a des gens qui sont contre. Nous allons voir quels sont les avantages et quels sont les inconvénients. On sait très bien que les applications de la transgénèse ont touché tous les domaines, notamment l'environnement, l'agronomie, l'alimentation, l'industrie, la santé, l'agroalimentaire. Si on a un graphe qui nous montre l'évolution des terrains cultivés par les OGM entre 1996 et 2007, donc on voit une évolution qui est vraiment très rapide et la superficie devient de plus en plus grande. La superficie des terrains qui cultivent les OGM. Ici, on a un autre graphe qui nous montre la comparaison entre un riz conventionnel et un riz BT, c'est-à-dire modifié génétiquement. Celui qui est en vert, il est modifié génétiquement. Donc, le nombre de traitements est faible dans le cas du riz génétiquement modifié. Les coûts des pesticides sont faibles aussi. La quantité des pesticides est faible. Le travail relatif au traitement par jour par hectare est aussi faible. Et le rendement, il est plus grand. Donc, regardez, le rendement, donc regardez, là, on ne voit que des avantages. Donc, parmi les avantages des OGM, d'abord, résoudre le problème de la faim, enrichir la biodiversité selon certaines personnes, bien certains chercheurs, apparition de variétés avec des caractéristiques supérieures à celles de plantes dites normales. Il est possible d'augmenter la qualité nutritive, exemple le riz avec la vitamine A, le rendement des récoltes, etc. Réduire l'utilisation des insecticides, comme par exemple réduire l'utilisation des insecticides contre la pyrale, permettre de réduire la pollution des terres agricoles, des nappes phréatiques, élaborer de nouveaux médicaments. Mais d'un autre côté, il y a des personnes qui sont contre les OGM. Alors pourquoi?
On va parler maintenant des inconvénients des OGM découverts par les chercheurs. Les insectes développent une résistance à la protéine produite par ces OGM. Exemple, le coton, après l'avoir modifié génétiquement, après un certain moment, les insectes qui attaquent la plante ont développé une résistance et depuis, ça n'a rien à faire. Donc la modification génétique ne sert plus à rien. Les OGM permettent une utilisation massive d'herbicides. Trois risques ici. Celui que les plantes sauvages développent une résistance à l'herbicide. Donc les plantes sauvages, à force de recevoir ces insecticides, vont développer une résistance. Celui que les agriculteurs vaporisent plus d'herbicides que nécessaire puisque leurs cultures y sont insensibles, parce que les OGM sont insensibles aux herbicides, donc les agriculteurs vont vaporiser plus d'herbicides. L'herbicide est souvent produit par la même firme que les semences. L'agriculteur se trouve donc complètement dépendant de son fournisseur. Donc celui qui fournit les semences ou bien les graines à l'agriculteur, lui vend aussi l'herbicide, donc il est obligé d'acheter les deux. L'impact non voulu sur les autres insectes non ciblés, ceux-ci qui peuvent être utiles comme les abeilles par exemple. Donc la modification génétique des plantes peut aussi tuer d'autres insectes qui ne sont pas nuisibles, qui sont au contraire qui sont utiles et qui rendent des services à l'environnement. Le risque de dissémination des pollens OGM par le vent ou les insectes butineurs, cela remet en cause le droit des agriculteurs et des consommateurs à éviter les OGM. Donc on ne peut pas empêcher les pollens des OGM de se faire disséminer par le vent ou par les insectes. Donc ceci va contaminer les champs des gens qui ne veulent pas d'OGM et ils vont avoir des plantes OGM qu'on va faire manger à des consommateurs qui n'en veulent pas. Aussi, une faible efficacité à la longue, de nombreux insectes développent une tolérance ou même une résistance à l'insecticide produit par la plante OGM. La probabilité de risque d'allergie ressort comme le principal risque que les OGM pourraient engendrer sur l'homme, parce que le gène introduit peut coder une protéine nouvelle, inconnue et allergisante. Et une dépendance des agriculteurs, les firmes qui programment l'ADN des plantes, ces plantes vont tuer leurs propres embryons, donc les semences sont stériles et les agriculteurs sont obligés d'en racheter de plus en plus. Alors en bilan, on sait ce que c'est la transgénèse, c'est la modification génétique de la plante pour avoir des caractères voulus. La transgénèse est un outil important en recherche scientifique où elle a permis d'immenses progrès dans l'industrie pharmaceutique, production par des bactéries d'hormones de vitamines, dans le monde agronomique et agroalimentaire, production de variétés végétales résistantes aux ravageurs et aux herbicides, production de variétés à croissance plus rapide et ou plus importante. Toutefois, des risques environnementaux, sanitaires et voire économiques existent. Donc ici, on a un tableau qui montre les avantages et les inconvénients dont on a parlé tout à l'heure. Nous allons voir dans une prochaine séquence la classification scientifique des plantes. À bientôt!